Bonjour et bienvenue dans Talk RH by Disneyland de Paris, l'émission dans laquelle on va débattre des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons de accessibilité et handicap. À l'occasion de la Journée internationale du handicap, nous allons vous présenter les actions de sensibilisation et de valorisation autour du sujet du handicap et de l'accessibilité en compagnie de nos intervenants. Bienvenue à Michael Jeremias, entrepreneur et ancien champion paralympique en tennis fauteuil, Sylvie Bracquemont, responsable politique sociale RH à Disneyland Paris, et Anne-Sophie Béraud, vice-présidente diversité et inclusion chez Accor. Un grand merci à tous les trois d'être ici. Michael, je commencerai par vous, si vous permettez. Bien Vous sûr. avez un incroyable parcours professionnel. Comment on devient champion? Ah, comment? Ah, Oui, alors j'ai quoi? J'ai 10 secondes, c'est ça pour vous dire? oui, même moins. Bah, on devient champion en travaillant dur, avec un peu de chance. Moi, je pense que pour être un grand champion, il faut quand même un petit peu de chance. Et puis, alors très humblement, je pense qu'il faut quand même aussi un petit peu de talent pour être un de ces grands champions. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un mélange de tout ça, mais surtout beaucoup de travail. Vous pouvez rapidement nous rappeler votre parcours? Bah, j'ai été 4 fois médaillé aux Jeux paralympiques, dont la médaille d'or en double aux Jeux de Pékin. J'ai été numéro 1 mondial en simple et en double. Et puis j'ai eu la fierté d'être porte-drapeau de l'équipe de France paralympique aux Jeux de Rio en 2016, juste avant de prendre ma retraite sportive. Et nous sommes fiers et ravis de vous avoir aujourd'hui Merci. avec nous. Avez-vous constaté des évolutions en matière d'accessibilité tout au long de ces dernières années? Il y a des évolutions, elles sont positives dans le sens où c'est mieux aujourd'hui que ça l'était il y a 23 ans, par exemple, quand moi j'ai eu mon accident. Mais en réalité, ça évolue peu, très peu. Moi, j'ai créé une association qui accompagne des personnes handicapées dans leur parcours de construction et ils vivent exactement ce que moi j'ai vécu il y a 23 ans. Les mêmes obstacles, la même discrimination. Alors oui, il y a aujourd'hui moins de taux de chômage, un taux de chômage plus bas pour les personnes en situation de handicap qu'il y a 20 ans, mais c'est pas satisfaisant. Mais quels sont les principaux freins? Bah, il y a des problèmes d'accessibilité physique, tout simplement. Comment on va de son logement à la société Bien civile, sûr. au travail, à faire ses courses, sortir. Il y a la question de l'accès au logement, bien avant même de savoir comment on en sort de ce Bien logement. sûr. Comment des personnes, alors, quand on parle de handicap, hein, c'est extrêmement large. Clair, Pas que le bien handicap sûr. moteur, il y a évidemment pas que les personnes à mobilité réduite, mais aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui ne sont pas accessibles à tout le monde. On parlera peut-être tout à l'heure de l'accessibilité numérique. Oui, Il y a pas que, il y a les handicaps visibles, invisibles, il y a bien sûr. malvoyants, malentendants. Je veux dire, aujourd'hui, la réalité, c'est quand vous avez un handicap, en France en 2023, vous êtes limité, entravé dans beaucoup de vos déplacements et je veux dire, des secteurs dans lesquels vous devriez pouvoir accéder librement. Alors, Michael, ça fait des années que vous collaborez avec Disneyland de Paris. Comment avez-vous apporté votre aide? De quelle manière avez-vous conseillé Disneyland Paris pour améliorer l'accessibilité de ces parcs? Ah, ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille ensemble. En fait, c'est né d'une expérience personnelle en tant que guest. J'ai rencontré des gens très à l'écoute de Oui. critiques constructives. Et puis j'ai découvert qu'en fait, c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps dès le premier jour, dès la conception même du parc. On sait que c'est un sujet complexe. La question du handicap, c'est pas uniquement le handicap visible, c'est pas uniquement le handicap moteur, Bien. ça peut être aussi le handicap psychique, le handicap mental. Et c'était en fait d'arriver, moi, avec une expertise d'usage, étant même en fauteuil roulant depuis longtemps, d'avoir voyagé dans le monde entier, de travailler avec beaucoup de personnes en situation de handicap divers et variés, et donc d'apporter moi mon expertise aussi pour venir en complément de tout ce qui est déjà fait. On sait que c'est compliqué, dans certains cas ce sera même pas forcément possible, mais comment on fait pour s'en rapprocher? Et donc pour avoir cette exigence-là et ce niveau d'excellence. Quelles sont les actions phares qu'Accor a mis en place au sujet donc du recrutement des personnes en situation de handicap, puisqu'on a parlé aussi du recrutement, de la difficulté, voire même de l'accessibilité? Du recrutement, de la sensibilisation, de la formation. Peut-être juste un petit peu avant, le Oui. groupe Accor, qu'est-ce que c'est? Exactement. En quelques chiffres clés. J'adore les chiffres clés. Donc, Accor est un leader dans le monde de l'hospitalité. Oui. Nous sommes présents dans plus de 100 pays, avec plus de 5000 hôtels, une trentaine de marques, enfin plus d'une trentaine de marques. Et quand on dit l'hospitalité, donc en fait, c'est accueillir l'autre C'est vrai. et donc accueillir l'humain. Et donc, c'est normal que accueillir toutes les personnes et donc les personnes en situation de handicap également.
fait partie de notre quotidien et ça fait vraiment partie de l'ADN des personnes qui reçoivent tous les clients naturellement en fait. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui a été mis en plus. Et effectivement, quand on parle de diversité, d'équité, d'inclusion dans la stratégie du groupe, le pilier handicap est extrêmement fort pour nos collaborateurs. Mais également la partie accueil des personnes, voilà, des personnes, des guests qui viennent dans les hôtels. Peut-être en action intéressante, phare. Alors, je répéterai jamais assez quand même sensibilisation, formation, parce que les malentendus, l'incompréhension est souvent source en fait d'effets négatifs ou c'est quelque chose comme qui est très important. Donc, on a une académie en France comme partout dans le monde et je regardais les chiffres. En fait, on a quasiment toutes les semaines, on a des formations sensibilisées, notamment les personnes qui reçoivent la réception au service, qui reçoivent les guests, donc au handicap. Donc, sensibilisation extrêmement importante donc des collaborateurs, mais également sensibilisation un peu ludique, puisqu'on fait aussi beaucoup de choses avec le sport. Et je regarde Mickaël, ça fait maintenant 4 ans qu'on a co-créé cette course, la course ensemble, qui permet à des personnes valides et non valides de partager une expérience, de partager en fait des situations en fait, voilà, que des personnes en situation de handicap peuvent connaître. Et c'est toujours un moment extrêmement fort, joyeux, intense, avec beaucoup de joie et de bonne humeur, et ça permet en fait de se mettre à la place de l'autre, valide et non valide, et donc et de communiquer, de comprendre en fait les situations de chacun. Et enfin, peut-être une initiative intéressante également que je souhaite partager, c'est peut-être le concept de Smart Room qu'on a mis en place en 2017 maintenant avec les équipes design, qui est cette chambre inclusive qui a été conçue au départ pour accueillir mieux les hôtes, nos guests en situation, les visiteurs en situation de handicap. Et dans cette Smart Room, on a essayé de mettre en place des innovations pour tout simplement que les personnes en situation de handicap se sentent mieux dans ces chambres. Ça peut être les portes automatiques, ça peut être aussi l'automatisation du lit qui monte et qui descend. Ça peut être dans la salle de bain, pareil. Le lavabo qui monte et qui descend, et puis du bon sens où on a une penderie qui vient à nous au lieu d'aller dans la penderie, donc et puis après des réveils olfactifs, etc. Mais donc c'est tout un concept intelligent qui a été pensé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a été pensé pour des personnes en situation de handicap, mais on s'aperçoit qu'au final c'est beaucoup plus large et c'est l'accessibilité pour tous, bien sûr, pour des personnes qui arrivent avec leur famille, les enfants. Quel est le pourcentage des travailleurs en situation de handicap? Vous avez parlé de formation, de sensibilisation pour vos salariés, mais quel est le pourcentage de vos salariés en situation de handicap? Alors, le taux d'emploi pour Accor, il est de 4,6%, si je ne me trompe pas. Et dans les hôtels, en France, on doit s'approcher des 6%. Est-ce que vous allez au-delà des obligations légales en termes de recrutement? Alors, évidemment, ce que disait Mickaël, on respecte les obligations légales, mais l'intérêt, c'est pas forcément que de respecter les obligations légales, c'est d'aller plus loin. Oui. Et j'ai envie peut-être de parler des Jeux Olympiques. C'est intéressant puisqu'en fait, ça donne un cas concret pour aller plus loin que ces obligations légales. Donc, Accor est partenaire de Paris 2024. Et on a mis en place tout un plan, tout un programme collectif sur l'accessibilité des hôtels. Et le plan, en fait, qu'on a co-construit, aussi c'est intéressant, on l'a co-construit avec des personnes en interne, mais avec aussi l'équipe de Paris 2024, avec des athlètes de haut niveau comme Mickaël. Et le plan, en fait, que l'on veut mettre en place pour Paris 2024, c'est tout simplement une première partie qui est de sensibilisation. Donc pareil, sensibilisation, communication, explication, avec des vidéos extrêmement ludiques, de bon sens. La deuxième partie, c'est nous souhaiterons que l'ensemble des hôtels soient face à un autodiagnostic avec tourisme handicap. Et ce que l'on va proposer à tous ces hôtels,
une fois qu'ils ont fait l'autodiagnostic. C'est des solutions extrêmement simples pour accueillir les hôtes. Cela peut être une signalétique plus forte. Ça peut être aussi dans des signalétiques au niveau des chambres, quelque chose de beaucoup plus visible. Oui. Vous donner quelques exemples. Ça peut être une boucle magnétique également pour les personnes malentendantes. Oui. Une boucle magnétique à l'accueil. Ça peut être également tout simplement des réveils vibrants pour des personnes malentendantes. Et puis, ça peut aller avec des solutions un peu plus innovantes. Ça peut être l'appli Evility que l'on a mis en place. C'est un GPS, en fait, pour des personnes malentendantes ou sourdes, ou aveugles, excusez-moi. Et cette application permet de se mouvoir facilement dans un hôtel. Ça peut être aussi des trottinettes Omni. C'est des trottinettes, en fait, qui se fixent directement au fauteuil roulant. Donc, c'est des solutions qu'on a mis en place dans certains Énormément de solutions vous avez mis en place. Exactement, en test. Et donc, la troisième partie, c'est labelliser les hôtels avec label Tourisme Handicap, avec une priorité des hôtels qui vont accueillir les Jeux Olympiques. Michael, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces actions? Vous avez contribué aussi, je suppose. J'ai contribué, je trouve que c'est super, mais... Oui, bien sûr. Non, mais juste pour revenir très rapidement sur la Smart Room. Oui. En fait, elle a été pensée, mais comme souvent, on innove technologiquement pour d'abord les personnes handicapées, les personnes dites dans le besoin. En réalité, ça sert tout le monde. La télécommande, c'est parce que les personnes handicapées ne pouvaient pas se déplacer de leur canapé ou de leur fauteuil pour aller zapper que ça a été inventé. Et je pense que ça sert... Et là, on l'utilise tous, on est bien On est d'accord. bien d'accord. Mais la question de la Smart Room, la question d'avoir un outil en fait qui, quand on entre dedans, n'est pas logoté. Tiens, c'est pour une personne handicapée. Regardez, on vous a mis une bonne grosse barre d'appui, un truc bien dégueulasse juste à cet endroit-là. Non, quelque chose de joli, quelque chose de fonctionnel, quelque chose dans lequel vous comme moi, on peut y accéder sans jamais se reprendre ça dans le visage. On n'a pas besoin de nous rappeler au quotidien qu'on est handicapé. On le sait, on le vit dans notre chair au quotidien. Comme à Disney, on est sur des métiers d'accueil, on est sur des métiers de service. C'est une question de bon sens. De quelle manière vous voulez qu'on s'adresse à vous et de quelle manière vous voudriez qu'on s'adresse à vous. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, je veux pas qu'on me renvoie au visage ma différence. Je veux qu'on m'accueille avec un sourire. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous avez une réservation? Oui, très bien. On vous a mis une chambre adaptée comme vous l'avez demandé dans votre réservation. Je n'ai pas besoin qu'on me dise PMR, je ne suis pas un acronyme. Dans cette chambre, je veux qu'avec un peu de bon sens, on soit assuré que cette chambre soit facile d'accès. Et finalement, c'est 80% du problème. Après, il y a des grands enjeux de mise en accessibilité, de travaux, que ce soit dans l'hôtellerie, mais dans plein de domaines. Si demain, on veut rendre des attractions accessibles à Disneyland Paris, il y en a déjà, hein. On peut aller en fauteuil, notamment, je pense à Ratatouille. Mais si on devait changer toutes les attractions pour que des gens, notamment en fauteuil roulant, y accèdent, ce sont des arbitrages et on fera ce qu'on peut faire progressivement. Mais en tout cas, avec l'existant, qu'est-ce qu'on est capable, avec des hommes et des femmes, avec l'humain, pour faciliter l'expérientiel des personnes en situation de handicap. Sylvie Bracquemont, vous êtes responsable politique sociale RH à Disneyland de Paris. Concrètement, depuis quand Disneyland Paris s'est engagé pour l'inclusion des personnes en situation de handicap? Alors, comme l'a dit Eric, tout comme en matière d'accessibilité vis-à-vis des visiteurs, l'intégration des salariés en situation de handicap, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. En 1993, donc une année après l'ouverture du parc, on signait notre premier accord avec les organisations syndicales. Alors, à l'époque, j'ai retrouvé des éléments, on avait un taux d'emploi de 1,28%. Aujourd'hui, pratiquement un peu plus de 30 ans plus tard, 10 accords d'entreprise signés avec les organisations syndicales, donc un sujet qui est toujours un sujet de consensus avec eux, et un taux d'emploi quasiment à 6%. Donc effectivement, quelque chose qui est particulièrement important dans l'entreprise, l'intégration des personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, Disneyland Paris, puisqu'on a parlé aussi du label, donc a reçu aussi il y a quelques années le tourisme label et handicap. On continue toujours pour la partie intégration. Y a-t-il des bonnes pratiques, si ça existe, hein, je ne sais pas du tout, pour faciliter davantage l'intégration des personnes en situation de handicap? Alors, Michael a dit quelque chose tout à l'heure, à parler d'écoute. Je pense qu'une première évidence, c'est écouter effectivement et comprendre la personne en situation de handicap qui postule dans l'entreprise. Quelles vont être ses contraintes au regard de son handicap, quelles sont ses envies aussi. L'idée, c'est effectivement de lui trouver le poste le plus adapté possible. On a plus de 500 métiers dans l'entreprise qui s'exercent pour certains de manière très différente. L'idée, c'est surtout pas de mettre la personne en difficulté.
Donc c'est vraiment comprendre la personne pour adapter, effectivement, choisir le poste et puis l'adapter, si nécessaire, en fonction de son handicap. L'individualisation aussi, c'est très très important. Faut arrêter de mettre des gens dans des cases. Une personne en situation de handicap, une personne qui est en fauteuil, C'est vrai. une autre personne qui est en fauteuil, réagira ou aura des capacités complètement différentes. Quand on prend Michael, il est certes en Oui. fauteuil, mais Michael, il peut à peu près tout faire. Bien Toutes sûr. les personnes qui sont en fauteuil roulant ne sont pas forcément dans la même situation que Michael. Donc, ça veut dire qu'il faut individualiser l'accompagnement de la personne. C'est ce qu'on essaye de faire avec les équipes de Mission Handicap. C'est accompagner le collaborateur, accompagner ses équipes, accompagner son encadrement, notamment quand on intègre une personne qui a un handicap qui est peut-être un petit peu plus compliqué, un peu plus difficile. On va parler de troubles 10, on va parler de troubles du spectre autistique. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc là, ça veut dire qu'il faudra peut-être faire de l'adaptation. Bien Il faudra sûr. accompagner la personne. Et Michael a dit quelque chose de très important, l'autonomie. Effectivement, la personne en situation de handicap, le salarié en situation de handicap, il faut qu'il puisse vivre dans l'entreprise comme n'importe quel salarié valide. Ça veut dire qu'il faut que les break rooms soient adaptés, que le Bien restaurant d'entreprise soit adapté. Donc, c'est vraiment faciliter au maximum cette autonomie pour que il puisse ne pas ressentir son handicap dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on parle d'adaptation. La plupart du temps, ça ne nécessite pas d'adaptation particulière. L'adaptation du poste, ça n'est pas un cas majoritaire. Du C'est bon pas- sens, parfois. Mais c'est surtout du bon sens. Ouais. Demain, tu me recrutes dans un poste, j'ai un poste dans les bureaux. Mm. J'ai besoin d'aucune adaptation. Limite, je vous économise du mobilier parce que vous n'allez pas me donner quelque chose de bureau. Je pourrais venir avec mon fauteuil. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais bien sûr. Et là où je suis d'accord, l'individualisation, elle est essentielle. Mais vous avez été discriminé dans le passé de par votre handicap? Vous avez vécu Et des situations un peu discriminantes? moi, il n'y a pas une journée. Mm. Et comme le disait Sylvie, moi, je suis un ancien sportif de Mm. niveau. Ben oui. Je suis entrepreneur. Je suis quelqu'un de plutôt libre. J'ai une vie très heureuse, très épanouie. Mm. Je suis pas du tout représentatif de ce que vit une personne en fauteuil roulant ordinaire en France. Mais il n'y a pas une journée où je ne suis pas discriminé parce que handicapé. Quand je dis discriminé, c'est pas non, monsieur, on veut pas de vous ici, vous êtes en fauteuil roulant. Ça, globalement, ça n'arrive pas. Ou Ouais. alors, si ça arrive, la personne ne le fera plus parce que C'est voilà. Mais le truc, c'est que la personne qui vous prend le taxi, qui vous met la main sur l'épaule après vous avoir déposé, allez, bon courage. Mm. C'est une forme de discrimination. Vous, on vous le dit pas à chaque fois que vous prenez les transports. Quand vous allez voir ce regard un peu compassionnel que vous voyez justement dans la vie de tous les jours et pas dans des moments justement difficiles ou de situations d'échec, mais vraiment dans la vie ordinaire, c'est une forme de discrimination. Mais on peut effectivement avoir même encore, malgré toute la culture de l'entreprise, avoir, tiens, on a embauché quelqu'un, il est en situation de handicap. Ah, alors, c'est quoi son handicap? C'est quoi son handicap? Une forme de curiosité. Et puis, Ouais. oulala, mais non, mais le poste, il n'est pas aménagé. Mais qui te dit qu'il a besoin d'aménagement? Ben Comme oui, l'a dit Mickaël, Attention. on fait des aménagements, mais ça reste à la marge. bien sûr. Le collaborateur, les 3/4 du temps, C'est il un n'a besoin de Ben oui. strictement rien, Bien pas sûr. d'aménagement matériel, pas Mais d'aménagement quand d'horaire, bien même, de rien. Et quand quand bien bien même on doit le faire, c'est pas le problème du recruteur, du bien manager, sûr. c'est l'entreprise qui s'est engagée et pas pour aller au paradis, c'est juste parce que c'est normal c'est aujourd'hui. bien sûr. Et ben s'il faut qu'il y ait un mobilier différencié, il faut Et ben, il y aura un mobilier un différent. logiciel différent parce que votre Mm. collaborateur est malentendant, on le fera. Et puis Tout à fait. faites-nous confiance, Ouais. on maîtrise, Voilà. on passe notre vie à s'adapter. C'est souvent la personne handicapée qui est recrutée qui arrive avec les solutions. C'est Parce vrai. qu'elle a dû trouver des solutions Avec- concrètes dans sa Mais bien sûr. vie de tous les jours. Ouais. Donc ça Oui, Vous êtes fonctionne. d'accord, je Anne-Sophie? suis complètement d'accord. Mm. Et les adaptations, effectivement, on en fait, mais je ne vais pas dire que c'est anecdotique. Parce que Non, mais c'est à la forcément, marge. non, mais, et ça aide, évidemment. Mm. Mais c'est plus beaucoup de bon sens et c'est l'accueil, en fait. Oui. Dernière question, Michael. Quels sont les projets phares en termes d'accessibilité que vous estimez prioritaires? On a parlé de Paris 2024, de plan accessibilité. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets phares? Pour moi, il y a deux priorités absolues. Oui. En tout cas, pour changer la place des personnes handicapées dans la société, il y a évidemment l'accessibilité physique. Oui. C'est comment aujourd'hui on transforme la société pour que des personnes handicapées, quelles qu'elles soient,
puissent avoir accès à tout ce que la société a à offrir, que ce soit en termes de bâtiments publics ou d'espaces privés, peu importe, que ce soit en termes d'information. Parce que c'est bien beau de pouvoir aller à un endroit, mais si on ne sait pas comment on s'y rend, et là je ne parle pas du tout pour les fauteuils roulants, je parle vraiment pour tout le monde, c'est comment on rend les personnes handicapées des citoyens de plein droit, donc vraiment favoriser l'accessibilité, la liberté de se déplacer, ça c'est une priorité absolue. Et ensuite pour moi le plus gros chantier, qui n'est pas un chantier d'accessibilité, mais qui est un chantier qui facilitera votre travail, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement pour tous, depuis le plus jeune âge, la mixité qui aujourd'hui n'existe pas suffisamment, que nos enfants valides et en situation de handicap évoluent ensemble, que soit enseignée la richesse de notre diversité depuis le plus jeune âge pour que ce qu'on fait là, on le fasse plus jamais. Qu'il y ait des métiers que vous avez qui n'existent plus, que moi, 90% de mes activités n'existent plus. De conseils, de formation, de sensibilisation sur ces sujets-là. Et ça, c'est la priorité absolue. Moi, président, moi, ministre, On votera pour vous. je mettrai la Non, priorité mais bien là-dessus. Et je sûr. vous le dis parce que je l'ai eu cette discussion Bien sûr. avec le président et avec Gabriel Attal. Parce que pour moi, ça réglera tout ce qu'on essaie de faire. Déconstruire une société à l'âge de 40-50 ans, c'est mission impossible, c'est trop tard. On met du sparadrap. Par contre, faites-le avec les enfants, c'est gagné. Moi, mon fils, je vous le dis, mes fils, parce qu'il y a un deuxième maintenant, ne seront jamais, en tout cas sur ce sujet-là, des individus qui ne sauront pas faire, qui auront les a priori que d'autres n'ont pas, parce qu'ils ne seront pas ignorants. Donc on revient au savoir, et le savoir, le vivre ensemble, c'est depuis l'école. Et donc c'est une refonte totale de notre système d'enseignement sur ces questions-là. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie, merci à Sylvie, merci à vous Michael. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. En attendant un tout nouvel épisode de Talk RH by Disneyland Paris, je vous incite à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.